Bonjour, et chronique littérature aujourd'hui avec Ravive, recueil de nouvelles paru l'an dernier aux éditions de l'Ogre et dû à Romain Verger. Alors c'est un recueil que j'ai lu avec un certain retard qui ressemble de plus en plus à une pathologie chronique de ce blog et de ses vidéos, mais c'était donc l'occasion de revenir à la lecture de Romain Verger, auteur sans doute un peu à part, mais tant mieux, dont l'œuvre tutoie les frontières du genre, notamment fantastique ou peut-être plus largement horrifique, mais en l'espèce il y a aussi de la science-fiction dans le présent recueil, étrangement ou pas. Les tutoie donc, mais sans peut-être s'y inscrire totalement. Jamais si loin que ça cependant. C'est après tout dans les pages de l'excellent Visage Vert que j'avais découvert l'auteur, dans le numéro 17, pour des nouvelles à l'origine du roman Forêt Noire, et c'est d'ailleurs pourquoi l'affirmation souvent reprise de ce que Ravive serait le premier recueil de nouvelles de l'auteur me paraît un brin contestable. Notons au passage qu'une des nouvelles composant le présent recueil y avait aussi été prépubliée, cette fois dans le numéro 22. C'est en fait l'ouverture de Ravive, ce qui n'a sans doute rien d'innocent. De l'auteur, après tout, j'avais beaucoup apprécié ses deux précédents ouvrages, le roman Fission et le roman, avec des guillemets peut-être, Forêt Noire. J'ai toujours, dans ma bibliothèque de chevet, ces deux romans antérieurs, Grand Ours et Zone Sensible, simplement pas eu l'occasion de les lire. Il faudra bien, notamment Grand Ours, dont on m'avait dit vraiment beaucoup de bien, mais en avouant que, même sur ces formats toujours très courts, Romain Verger n'est sans doute pas un auteur très popcorn. Pour le lire, car il le vaut bien, voilà qui ne fait aucun doute, il faut aussi prendre en compte la nécessité du timing, dirais-je. Parce que, fonction des circonstances, la réception peut s'avérer très différente. Me concernant, j'imagine que mon retour sur les nouvelles à l'origine de Forêt Noire est relativement éloquent à cet égard. Première impression dans le numéro 17 du Visage Vert, jolie plume, mais pas un souvenir impérissable. Jugement qui s'était, il faut croire, vérifié, puisque le temps de me mettre à Forêt Noire, j'avais totalement oublié cette prélecture. Mais justement, la lecture de Forêt Noire, à ce moment-là, m'avait bien davantage convaincu. Et peut-être parce que j'avais lu juste avant Fission, car ce dernier roman, plus concentré peut-être, me fait toujours l'effet d'une porte d'entrée plus qu'appréciable pour découvrir l'auteur. Quoi qu'il en soit, ça se vérifie encore une fois, et pardon pour le cliché, les circonstances et le timing comptent quand on lit un livre, quel qu'il soit. Cela dit, ces ouvrages ont bien tous leur singularité, que la réception diffère de l'un à l'autre n'a absolument rien d'étonnant. Mais quelques traits peut-être pourraient être utilement mis en avant. Demeurent en effet des manières, au-delà des éventuels codes, ou, dans un sens plus négatif, d'une éventuelle affectation, qui font l'œuvre, et par là même l'auteur. Le premier point, celui qu'il faut forcément mettre en avant, celui qui saute à la gueule pour ainsi dire, c'est donc cette plume, très travaillée, très belle. Romain Verger est un styliste, et l'attention formelle dans ses diverses publications participe grandement de leur intérêt. L'expression est souvent galvaudée et de la barre d'un ébal notoirement guère réceptif à la poésie, elle peut faire un peu peur, mais oui, Romain Verger est aussi, avant tout peut-être, un poète, dont les récits n'en sont pas toujours, mais brillent essentiellement par leur langue riche et joliment musicale, enfin joliment jusqu'à devenir angoissante, car évocatrice par-dessus tout. Un aspect qui ressort sans doute tout particulièrement dans son goût un peu décadent, qui m'évoque à cet égarvissement, pour le mot rare et ou précis. C'est une dimension qui m'avait d'emblée frappé il y a quelques années de cela, quand j'avais découvert l'auteur, et Ravive, pour le coup, ne m'incite pas à réviser cette impression initiale, sachant bien sûr qu'elle n'a absolument rien d'une tare, c'est tout le contraire. Et quant au fond, question peut-être plus délicate. Je ne suis sans doute pas très bien placé pour disserter sur le fond de l'œuvre de Romain Verger, tant bien souvent je me retrouve tout con à la fin d'un chapitre ou ici d'une nouvelle, sans même parler du livre, et dois alors m'avouer vaincu. J'ai pu aimer ce que j'ai lu, oui, mais de là à y comprendre quelque chose, et puis encore à savoir comment l'exprimer, c'est peut-être pour le coup une limite, qui n'est pas tant bien sûr limite de l'auteur ou de son œuvre, plutôt muraille d'incompréhension du lecteur, nébalien, une muraille qu'on peut et doit secouer autant que possible, mais sans garantie qu'elle s'effondre enfin, pour laisser entrevoir quelque chose derrière. Oh putain. Bon, moi, à la différence de Romain Verger, donc, je ne suis décidément pas un poète. Bah, oubliez ça. Comprendre quand même? Bien, on peut essayer, sans grande certitude que ce soit bien pertinent, hélas. Tentons. Clairement, des thèmes et des manières reviennent, pour ce que j'en sais du moins.
peut-être jamais totalement du fantastique, mais c'est à débattre donc, mais qui ressemble tout de même pas mal, en exprimant régulièrement la peur et peut-être aussi souvent le monstrueux, avec aussi, comme je vois les choses, des traits qui aussi bien renverraient au décadent ou au gothique, ce qui n'exclut pas, le cas échéant, un ancrage cohérent dans la réalité contemporaine, n'en suintant que davantage le malaise palpable. Un malaise bien particulier, celui qui surgit inopinément dans un quotidien monstre, qui n'a nul besoin de s'affubler de crocs vampiriques ou d'inévitables tentacules pour stupéfier le lecteur. Nul hasard ici si le thème de la folie a quelque chose de récurrent, que l'auteur reste ou pas à sa lisière. Probablement plutôt ou pas d'ailleurs, le basculement est régulièrement au cœur du propos. Éventuellement, ce basculement peut cependant prendre des formes inattendues. En fait, ici, certains textes me paraissent l'exprimer d'une toute autre façon. En l'occurrence, les nouvelles Le Dernier Homme et Anton, qui font plus que loucher sur le registre post-apocalyptique, et donc SF, avec dans le premier, au titre éloquent, quelque chose qui transcende la mer, j'y reviens, en un paysage intérieur pas forcément très éloigné d'un ballard, même sous sa forme essentiellement redoutable, tandis que le second récit, jouant d'une certaine façon de la carte grotesque, place non le basculement à proprement parler, mais plutôt la mutation, de manière plus ouverte, au cœur de son propos. Or, c'est en fait là un élément qui pourrait rassembler plusieurs textes de ce recueil. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement ici, au-delà d'ailleurs de la lecture la plus premier degré de ces récits, à tout prendre certes pas les plus inventifs, c'est même relativement convenu, c'est que ce changement, qu'il soit psychique ou physique, permet éventuellement le dépassement des impasses dans lesquelles les personnages semblent tout d'abord être acculés, les dites impasses étant en définitive sublimées ou transcendées. Peut-être Reborn devrait-elle à son tour être associée à ces deux nouvelles. Elle a bien elle aussi quelque chose de plus ou moins vaguement science-fictif, et laisse envisager, même si sans doute d'un œil plus noir, car plus perplexe peut-être, la possibilité d'une post-humanité. Auquel cas Don Vor aussi serait sans doute de la partie, sur un mode qui m'a semblé davantage mineur. Je suppose que c'est là ce qui est visé, en partie du moins, les réminiscences personnelles y ayant aussi leur part, à l'évidence, sous le titre Ravive, et établir ainsi une forme de cohérence interne du recueil. On peut d'ailleurs rebondir sur cette idée de nouvelle parente suscitant ou révélant l'unité du livre. En témoigne de manière évidente, mais la manière évidente n'est pas forcément la plus pertinente, les trois textes bretons du recueil, Le Château, Donvor et Ploumanac, avec plus ou moins de réussite à mon sens. De ces trois récits, c'est alors le premier que j'ai envie de mettre en avant, parce que cette nouvelle originelle, prépubliée dans le numéro 22 du Visage Vert, et que cette fois j'avais déjà apprécié à l'époque, constitue sans doute la meilleure des entrées en matière pour le recueil, avec un basculement, oui, où le décor soudainement suinte à nouveau, et le mal se révèle là où l'on n'envisageait pas un seul instant qu'il s'y trouve. Ce château, comme de juste gothique mais à sa manière, introduit ainsi magnifiquement la suite, et ce quand bien même l'étrange et le malaise, au fil des 8 nouvelles qui restent, en prêteront bien des atours, éventuellement contradictoires d'ailleurs. C'est aussi de tous ces récits le seul qui me paraît pleinement joué du dispositif de la chute, mais avec adresse donc. Les deux autres nouvelles bretonnes m'ont bien moins marqué. J'ai rapidement mentionné Donvor. Quant à Ploumanac, elle élabore un cauchemar pas désagréable, mais qui ne m'a pas, si j'ose l'exprimer ainsi, impressionné. Au regard du recueil dans son ensemble, sinon de l'œuvre entière de l'auteur, on peut donc traquer des thèmes et manières, soit pour eux-mêmes, soit en tant qu'illustration des éléments déjà avancés. Ainsi sans doute de la mer, peu ou prou omniprésente dans ce recueil, via la côte du moins. Bien sûr dans ces trois récits bretons, mais aussi dans d'autres, et notamment bien sûr Le Dernier Homme. Mais peut-être faut-il étendre la question, plutôt que de la mer, parler alors de l'élément marin, ou peut-être plus largement de l'élément liquide. La symbolique diffère alors un peu, même si elle paraît couler de source. Pas tant que cela pourtant, mais justement dans la mesure où l'auteur me semble ici jouer des préconçus iconiques du lecteur. Ce qui nous amène à une autre question. Est-il pertinent alors de mettre en avant des références? C'est toujours tentant, peut-être pas toujours très pertinent. Des noms reviennent souvent dans les articles, etc., consultés sur le web. Des choses très différentes au fond. Ici, on dit Julien Gracq, ce qui me paraît se tenir. Là, et là, et là, et là encore, on dit aussi Lovecraft, ce qui me laisse pour le moins perplexe. L'éditeur parle bien d'une menace sourde qui pourrait être horreur cosmique. Globalement, je ne sens pas trop l'auteur sur ce terrain-là. Il y a le thème marin, bien sûr, mais en l'état, il ne me paraît pas suffisant pour fonder une réelle parenté. Et l'auteur lui-même?
Eh bien, dans un enregistrement réalisé à l'inestimable librairie Caribe que je vous encourage à consulter, il avance plusieurs noms dont je ne sais absolument rien, ou presque. Il y a des poètes dans le tas en plus. Prenons les Hommes Soleil. Romain Verger évoque sans hésitation le nécrophile de Gabriel Witkop. L'inculte de moi, je n'y connais rien. Alors, naïvement, je suis tenté d'aller voir ailleurs, avec le peu de ce que je sais ou crois savoir. En l'espèce, cette nouvelle sur le moment m'avait plutôt évoqué, disons, un Kerouac en un peu plus pervers, mais mystique à sa manière, pas forcément si différente. Mais le fait est que ce périple psychotrope matiné de Fricks m'a laissé relativement froid, hélas, ce qui ne me facilite pas la tâche maintenant pour en parler. Et, à mon grand regret, ce même effet s'est reproduit avec une autre nouvelle de Ravive, l'année sabbatique, sauf erreur la plus longue. Cette fois, dans le même entretien à la librairie Caribe, Romain Verger cite aussitôt Un homme qui dort de Georges Perec, dont je ne sais absolument rien. Qu'importe, espérons. Mais donc, l'année sabbatique, de même que les Hommes Soleil, ne m'a guère parlé. Et peut-être d'autant moins que j'avais forcément tendance, dans les premières pages, à me reconnaître un peu dans ce personnage qui se remet bien tardivement à faire des études et bascule peu à peu lui aussi. Seulement voilà, les portraits psychologiques habiles et éventuellement goguenards du départ laissent bientôt la place via une transcendance psychotrope encore. Le recueil me paraît décidément tissé de semblables liens. On pourrait aussi évoquer le thème des oiseaux morts qui peut renvoyer quant à lui au récit apocalyptique ou post-apocalyptique mentionné plus haut, à une sorte de fantasme en forme de dérive hypersexuelle qui m'a paru bien terne. Il faut dire que cette nouvelle, au fondement partiellement autobiographique, porte peut-être en elle un risque d'autofiction plus ou moins pertinent. Ici, mes préjugés parlent sans doute, mais aussi parce que la présentation de l'éditeur n'a pas manqué de m'inquiéter. Ravive peut se lire à la fois comme un recueil de nouvelles ou comme les expériences et les fictions d'un écrivain aux prises avec ses angoisses et son sentiment de perdition. Du coup, j'ai redouté de voir venir l'écrivain écrivant qu'il n'arrive pas à écrire. À tort globalement, mais dans le cas de l'année sabbatique, cette dimension d'abord amusante m'a assez vite lassé. À ce compte-là, la nouvelle finale, Orcadie, est bien mieux passée, si elle demeure sans doute anecdotique. La réminiscence dans le château paraissait pourtant introduire un mode de l'expression de l'auteur plus enthousiasmant à mon sens. La présentation de l'éditeur, outre cette voix dangereuse, appuie aussi sur le dernier homme et le surhomme avec du Nietzsche dedans, ce qui me paraît davantage pertinent, mais a pu là encore biaiser ma lecture, globalement, et pas forcément pour le mieux. Mais ces deux mauvaises expériences, relativement, sur les Hommes Soleil et l'année sabbatique, deux des plus longs textes de ce recueil, avec Reborn qui m'a bien davantage plu, ont peut-être, dans la même lignée, biaisé mon regard sur l'ensemble du recueil. Je ne peux pas l'exclure. Même s'il me faut bien avouer, en définitive, que certains de ces doutes n'avaient clairement pas attendu que je tourne la dernière page du recueil pour entretenir sur le moment mon scepticisme quant au livre que j'étais en train de lire. Or, le principal ici concerne la dimension où Romain Verger habituellement me paraît le plus briller, le style. Mais c'est qu'il a recours à un procédé qui, à peu près systématiquement, suscite en moi un réflexe pavlovien de méfiance, sinon de rejet, l'emploi de la deuxième personne du singulier. 3 des 9 nouvelles de Ravive y ont recours, Dunvor, Reborn et l'année sabbatique, ces deux dernières étant les plus longues du recueil. Le reste se partage entre première et troisième personne, plus classiquement. Et, décidément, je n'y arrive pas. Trop souvent, en pareil cas, je fais dans le refus d'obstacles. Pour quelle raison, au juste? Je n'en suis pas bien certain. Peut-être parce que cette manière de m'impliquer en tant que lecteur dans une ambiguïté à l'égard du personnage qui est peut-être aussi ambiguïté à l'égard de l'auteur, machiavélique, me fait souvent l'effet d'une agression. C'est bien possible, alors que j'en rechigne en principe pas à ce qu'un livre me secoue. Mais systématiquement, en pareil cas, je m'interroge sur la pertinence du procédé, et bien trop souvent n'y vois qu'affectation. Or, Romain Verger n'a plus à démontrer qu'il est un styliste brillant. Aussi ce procédé ambivalent me paraît-il le desservir plus qu'autre chose. Mais c'est là un préjugé tout subjectif, j'en ai bien conscience. Reste qu'au troisième texte jouant de ce tu invasif, j'en ai eu un peu marre, et cela a donc sans doute participé de ma déception concernant l'année sabbatique. Plus haut, Dunvor et Reborn s'enchaînent, qui usent donc de ce même procédé, mais cela m'a moins déplu. C'est simplement que, concernant Dunvor, je n'en ai peu ou prou rien retenu. Reborn, par contre, m'a davantage parlé, deuxième personne du singulier ou pas. J'ai pu en faire abstraction, donc. Mais justement, qu'ai-je retenu de Ravive? Pour l'essentiel, un style.
le plus souvent brillant, imagé, musical, rassemblant tout cela sous l'épithète poétique. Quand le tu ne s'en mêle pas, ou pas trop, c'est parfaitement savoureux et je suppose une raison suffisante pour tenter l'expérience de ce recueil de nouvelles. Mais quant au fond, je suis bien moins convaincu là. En fait, je ne suis convaincu que d'une chose, et c'est d'être bien souvent passé complètement à côté. Parfois, souvent, ce sentiment de frustration n'est pourtant pas sans attrait et constitue une invitation à se repencher sur la question plus tard. Ici, j'en doute, hélas. Et en définitive, je ne peux guère conclure qu'en revenant à ma position originelle, ce qui me navre un peu, voire plus que ça. Même si je sais bien que c'est sans doute davantage révélateur de mes propres failles que de celles d'un recueil plutôt bien accueilli, j'ai l'impression, et de toute façon non dénué de qualité à l'évidence. Reste que, ayant achevé la lecture de Ravive et laissé mariner quelque temps la chose pour ne pas totalement commenter sur l'impulsion du moment, j'ai hélas plus que jamais l'impression d'en être revenu donc à cette critique avec des guillemets bien lapidaire que j'avais en mon temps émise suite à ma découverte de l'auteur dans ses nouvelles du numéro 17 du Visage Vert, d'où naîtrait donc ultérieurement Forêt Noire. Jolie plume, mais rien d'impérissable. Et à ce stade donc, eh bien, c'est une déception.